Professeur Leblanc, merci d'avoir accepté notre invitation. Cela me fait grand plaisir. Professeur Leblanc, le G7 se réunit dans un contexte marqué par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que par un ralentissement de l'économie mondiale. Quel est, selon vous, professeur Leblanc, l'enjeu économique le plus important auquel les dirigeants seront confrontés à Évian à partir de demain matin? L'enjeu économique auquel ils sont confrontés, c'est plutôt un enjeu politique, je dirais. Bon, c'est clair, vous avez mentionné le ralentissement de l'économie mondiale à cause en partie le conflit au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz et les conséquences que ça a sur le prix du pétrole, du gaz naturel. Et bon, aussi, il faut parler de la politique commerciale des États-Unis adoptée par l'administration Trump. Toutes ces décisions, bien sûr, font très mal. Donc, malheureusement, normalement, le G7 se rencontrerait et dirait, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation? Comment on peut travailler ensemble? Mais là, la position du G7 est un peu une position de G6 plus 1. C'est-à-dire que comment on peut travailler ensemble en tant que G6 et autres puissances moyennes qui sont présentes, qui ont été invitées au sommet, pour, d'une certaine manière, forcer ou amener, isoler M. Trump et son administration à faire marche arrière en partie sur les droits de douane, les surtaxes, la politique commerciale adoptée par les États-Unis qui fait très mal à l'ensemble de l'économie mondiale. Et aussi, bien sûr, le conflit, notamment entre les États-Unis et l'Iran, et on espère le déblocage du détroit d'Ormuz. Mais malheureusement, ça, c'est des conflits, des situations qui durent depuis des mois, sinon, l'arrivée de M. Trump ou son retour au pouvoir. Et donc, le G7 est dans une position, je dirais, très particulière pour s'attarder à ces enjeux économiques, géopolitiques de taille. Professeur Leblanc, si, je dirais, l'économie demeure au cœur des préoccupations, la notion de sécurité économique est devenue, depuis quelque temps, je dirais, omniprésente dans les discussions internationales. Comment définissez-vous la sécurité économique et pourquoi est-elle ou bien serait-elle devenue une priorité pour les pays du G7? La sécurité économique pour un pays, c'est sa capacité d'opérer de manière efficace, efficiente, de ne pas être dépendant de la coercition de d'autres pays. Donc, ça peut, par exemple, affecter, je sais pas moi, les infrastructures critiques, par exemple, où on parle aujourd'hui beaucoup de souveraineté numérique. Alors est-ce que un pays comme les États-Unis ou la Chine peut tout à coup empêcher l'Internet ou les données de circuler ou les logiciels de fonctionner, ce qui pourrait dans le fond, complètement arrêter l'économie parce que, je ne sais pas, moi, l'Internet ne fonctionne pas, les banques ne fonctionnent pas non plus, les gouvernements n'arrivent plus à fonctionner, ou même est-ce que, dans certains cas, on peut couper les télécommunications, l'électricité, etc. Donc ça, c'est des exemples au niveau des infrastructures critiques. Il y a aussi toute la question des chaînes d'approvisionnement. On le sait, par exemple, la Chine qui contrôle une grande majorité des minéraux critiques, des terres rares qui sont importantes pour le domaine de la défense, pour le domaine de l'électronique, etc. Et lorsque, dans certains cas, la Chine a décidé de bloquer l'exportation de ces minerais, de ces terres, ça vient affecter la production dans plusieurs pays. Et ça a un impact économique important, sinon même en matière de sécurité nationale. Alors c'est dans ce contexte-là que lorsqu'on parle de la sécurité, de sécurité économique, c'est comment on peut sécuriser son économie pour faire en sorte que
des intérêts étrangers, des décisions qui sont prises à l'étranger ne viennent pas affecter la performance ou même la capacité de performer d'une économie. Et donc souvent, ça se retrouve au niveau des infrastructures critiques, ça se retrouve au niveau des chaînes d'approvisionnement, ça se retrouve même au niveau on parle de sécurité de la recherche, donc la capacité d'un pays d'innover, de faire de la recherche scientifique, etc., de transformer cette recherche ultimement en produits, en services innovants, et de maintenir cette capacité et donc ne pas se faire voler ses connaissances, etc. Donc, même ça rentre dans la question de sécurité économique. Et on sait que beaucoup de pays comme les pays européens, le Canada, le Japon, dépendent quand même beaucoup de part et d'autre des États-Unis, au niveau technologique, mais aussi de la Chine, quand vient le temps, comme je le disais, de certains minéraux critiques, au niveau des panneaux solaires, de plus en plus, la concurrence qui vient des voitures électriques chinoises. Donc tout ça, c'est d'une certaine mesure une menace à la sécurité de l'économie de ces pays. Et donc au G7, on veut voir comment on peut travailler ensemble, collaborer pour justement réduire ce genre de dépendance et réduire dans le fond la menace ou les menaces qui existent. Mais bien sûr, c'est avec les Américains qui sont devenus beaucoup plus coercitifs. Disons, la donne a beaucoup changé. Donc c'est beaucoup plus difficile de collaborer, de travailler avec les Américains, par exemple au niveau des minéraux critiques, même si eux font aussi l'objet de menaces de la part de la Chine. Ça devient plus difficile, disons, de travailler avec les États-Unis, de leur faire confiance, alors que de l'autre côté, les États-Unis, eux aussi, jouent le jeu de la coercition. Et professeur Leblanc, à juste titre, vous avez beaucoup parlé, évoqué les chaînes d'approvisionnement, l'importance des chaînes d'approvisionnement dans les relations, je dirais, commerciales et internationales. Un autre thème, je dirais, extrêmement important qui sera, je dirais, sur la table, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, quel rôle le G7 peut-il jouer dans l'élaboration de normes communes? Un rôle important. Je pense que dans le fond, outre peut-être la Chine, mais le reste de la planète qui est un peu plus à titre de consommateur, disons, de l'intelligence artificielle, pas nécessairement en termes de création, de développement, d'applications ou de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, veulent bien sûr voir comment non seulement, utiliser l'intelligence artificielle pour obtenir des avantages économiques, mais en même temps voir et s'assurer que ça ne crée pas non plus des problèmes en termes économiques, que ça soit le fait de ne pas être capable de profiter de l'IA, ça peut être aussi les pertes d'emploi qui peuvent être associées à tout ça, et aussi les dangers que ça peut créer au niveau, dans certains cas, de vol de données qui pourraient être, de données personnelles ou autres qui pourraient se retrouver dans des mains, disons, illicites. Et qui pourraient essayer d'utiliser ces informations pour obtenir des gains à l'encontre de certaines personnes, d'entreprises, de pays. Alors, donc, il y a certainement un besoin de gouvernance, de normes, de réglementation autour de l'IA. En même temps, on veut profiter de l'innovation, mais le danger, bien sûr, c'est que l'IA est dominée par quelques entreprises, et donc d'un côté qui se retrouve aux États-Unis, de l'autre qui se retrouve en Chine. Et la crainte, bien sûr, c'est que les bénéfices qui sont associés ou qui peuvent venir de l'IA vont aller à ces entreprises, aller à ces pays qui sont déjà les économies dominantes de notre monde
et que ça risque de créer encore plus de dépendance économique, politique et même sociale envers ces entreprises, envers ces pays. Et donc, certainement pour les pays du G7, mais encore là, les pays du G6 regardent pour voir comment on peut travailler avec les États-Unis. Bon, M. Trump a dit qu'il ne voulait pas vraiment réglementer le secteur, plutôt il veut l'amener à avoir une position dominante au niveau mondial. Donc là encore, c'est un peu ces puissances moyennes qui se retrouvent dans une situation de dire, OK, comment nous, on peut travailler ensemble, comment on peut peut-être faire un genre de front commun face à M. Trump, si possible, pour essayer de faire avancer les États-Unis un peu dans ce dossier et créer des normes internationales que tout le monde pourrait adopter et s'assurer que, ultimement, le développement de l'intelligence artificielle, disons, soit à l'avantage de tous et non pas à l'avantage de quelques entreprises ou même quelques personnes. Donc, c'est là où le G7 peut jouer un rôle. Mais malheureusement, encore là, le problème, c'est que les États-Unis ne semblent pas intéressés à vraiment travailler, à collaborer au niveau international pour développer ces normes, créer des normes internationales qui pourraient être appliquées au niveau mondial. Alors, c'est une situation qui est quand même très, très difficile. Et c'est pour ça que dans certains cas, étant donné cette logique de G6 plus 1, il y en a qui se posent même la question, est-ce que le G7 va survivre à moyen, long terme? Et professeur Leblanc, vous venez d'évoquer, en parlant d'intelligence artificielle, vous avez évoqué la notion d'innovation technologique, réglementation. J'ajouterais un troisième, la compétitivité économique. Est-ce qu'il y a moyen de concilier les trois? Je pense que oui, c'est-à-dire que si on est capable de canaliser, de baliser l'utilisation, le développement de l'intelligence artificielle, si on est capable d'encourager le développement d'applications au niveau national ou de manière collaborative entre certains pays, par exemple, comme la France et le Canada le font, comme le Canada et l'Allemagne qui travaillent justement ensemble pour développer des applications, pour développer même une capacité d'intelligence artificielle générative, etc., indépendante des entreprises américaines, des modèles américains. Donc, c'est dans ce contexte-là où, oui, on peut créer une compétitivité, dans certains cas avec l'appui des gouvernements, que ça soit en termes de subventions, que ça soit en termes d'achat public. Donc, plutôt que d'acheter américain, par exemple, on peut acheter canadien ou français ou allemand. Et en même temps peut-être aider d'autres pays qui n'ont peut-être pas les mêmes capacités en termes de ressources financières ou en termes de capacité d'intelligence artificielle, de aussi pouvoir développer leur propre peut-être pas des modèles, mais des applications qui sont bien adaptées à leurs besoins. Et c'est dans ce contexte-là où je crois qu'on peut y arriver. Mais encore là, c'est pas en tirant la couverture chacun de son côté qu'on va y arriver. Et ça prend une collaboration au niveau international. Et bien sûr, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, on serait attendu à ce que les Américains soient les leaders en termes de ce genre de gouvernance pour faire en sorte que, non seulement les entreprises américaines en profitent, mais aussi une majorité, disons, de leurs partenaires économiques. Et cette réalité, malheureusement, n'existe plus. On est dans une réalité où les Américains jouent des jeux de pouvoir, des jeux de coercition. Et donc, ça laisse les autres pays, les autres pays du G7, des partenaires comme la Corée du Sud, mais je sais qu'il y a aussi, je crois que le Kenya qui est présent aujourd'hui, donc des pays d'Afrique, d'Amérique latine et autres, qui peuvent collaborer, qui peuvent travailler. Et ça revient encore à une certaine mesure à ces pays du G6, si on peut dire, de jouer un rôle de leadership et de maintenir, dans le fond,
cette collaboration internationale, une certaine forme peut-être de multilatéralisme, de normalisation internationale pour des buts d'innovation, de compétitivité, mais à la fin d'avantager l'humanité, si on peut dire, et non pas simplement de tout voir en termes de gains, disons, relatifs, où, bon, moi je gagne et vous perdez, et à la fin, c'est tout ce qui compte. Moi, en tout cas, de mon point de vue, quand je regarde le rôle du Canada et des pays européens, du Japon, c'est ce rôle de leadership que j'espère voir et de maintenir un peu l'idée de la collaboration internationale, des organisations internationales, de l'état de droit, des règles, plutôt que simplement des relations de pouvoir et de jeu à somme nulle. Donc, vous pensez, je dirais, à une forme de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, pour le moment, c'est pas vraiment une guerre entre la Chine et les États-Unis avec une tentative, des efforts qui sont entrepris, une collaboration entre, comme vous venez de le dire, une collaboration entre les pays européens, le Japon et puis le Canada? Disons qu'il y a une concurrence féroce entre la Chine et les États-Unis, ou les entreprises chinoises et les entreprises américaines. Pour l'instant, elles opèrent, disons, plutôt en parallèle. La Chine ou les entreprises chinoises dominent chez elles, dans une partie du monde. Les entreprises américaines, dominent non seulement chez elles, mais dans une autre partie du monde. Donc ça va plus en parallèle. Pour les autres qui se retrouvent qui se retrouvent entre les deux, donc ces fameuses puissances moyennes, mais qui se retrouvent aussi entre les deux. Là, c'est vraiment cette idée de voir, ok, comment nous on peut s'assurer de ne pas être encore plus dépendant. Déjà, on l'est beaucoup au niveau technologique. On le sait au niveau des logiciels, par exemple Microsoft, au niveau de l'info nuagique, que ça soit Google, Amazon ou encore Microsoft. Donc de voir, ça empêcher que l'IA devienne une autre source de dominance américaine et ou chinoise. Et c'est là où je dis oui, des pays quand même qui ont une capacité économique, politique, etc., comme le Canada ou les pays européens, c'est à eux de jouer un rôle pour offrir peut-être une genre de troisième option. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que les incitations économiques vont y être? Ça, c'est la grande question. Mais moi, ça serait ce que j'aimerais voir de leur part, et surtout de créer peut-être des règles au niveau international qui pourraient amener d'autres pays à vouloir, surtout on offre certaines capacités en termes de modèles d'IA, d'applications, etc., autres que les applications américaines ou chinoises. Donc c'est ça, d'offrir cette troisième option, et une troisième option qui est non seulement qui fonctionne bien, qui ne coûte pas trop cher, mais qui aussi opère selon certaines règles pour protéger, que ce soit les consommateurs, les entreprises, etc. En parlant de l'intelligence artificielle, et vous avez parlé, n'est-ce pas, des États-Unis, de la Chine, des efforts qui sont déployés par l'Europe, le Canada et le Japon. Quel rôle pour un pays comme l'Inde? L'Inde, pour l'instant, oui, c'est un pays qui se retrouve un peu entre les deux, malgré que l'Inde cherche à développer beaucoup sa propre indépendance. Déjà, c'est un pays qui travaille très fort et qui a travaillé très fort au niveau dans une certaine mesure, de créer, disons, une certaine souveraineté numérique. On sait que l'Inde est un pays qui est quand même disons protectionniste, qui a une attitude protectionniste, bien que avec tout ce qui se passe par rapport aux États-Unis, à la Chine, on a vu que l'Inde a conclu un accord de libre-échange avec l'Union européenne, a repris les pourparlers
de négociations commerciales avec le Canada. Donc, possiblement, l'Inde pourrait être aussi un de ses partenaires pour ces autres pays qui, justement, veulent réduire leur dépendance ou à tout le moins ne veulent pas l'augmenter, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, face aux États-Unis ou face à la Chine. Donc l'Inde qui bon est un joueur quand même économiquement important, serait un autre partenaire dans le fond de ces pays du G6 avec qui travailler potentiellement pour développer des capacités, disons, de troisième option. Alors, ça pourrait être aussi un partenaire et il semble avoir une certaine ouverture de ce côté de la part de l'Inde. Et une dernière question, professeur Leblanc, sur l'intelligence artificielle, pour développer l'intelligence artificielle qui réclame beaucoup d'énergie. Pour des pays comme l'Europe, le Canada, ces pays qui sont très sensibles à la protection de l'énergie, comment concilier les deux? C'est clair que pour l'Europe qui déjà a une grande dépendance énergétique, le fait de développer des centres de données de haute capacité pour pouvoir justement optimiser l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est un grand défi. Du côté canadien, l'avantage, c'est que le Canada a de grandes ressources énergétiques. Et donc potentiellement pour être un partenaire autant du côté asiatique que du côté européen. Un des grands problèmes par contre, c'est de pouvoir exporter cette énergie. Pour l'instant, les grandes capacités d'exportation de l'énergie canadienne se font vers les États-Unis, vers le sud, et non pas vers l'ouest ou vers l'est. Donc, il y a des projets qui sont sur la table pour développer ces capacités d'exportation outre du côté Pacifique et du côté Atlantique. Il y en a déjà qui ont commencé à opérer, mais ça va prendre encore plusieurs années. Donc, est-ce que ça va représenter un certain frein? Ça reste à voir. De l'autre côté, par contre, il y a ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même aussi de l'innovation qui se fait pour essayer de développer les capacités de l'intelligence artificielle tout en consommant moins d'énergie. Donc peut-être que c'est là où le Canada, le Japon, l'Union européenne et autres peuvent aussi travailler, même avec l'Inde, qui a quand même aussi une dépendance énergétique importante, de voir comment on peut innover pour rendre l'intelligence artificielle, dans le fond, moins énergivore. Donc ça aussi, ça peut représenter en fait une autre occasion de collaborer. Mais le Canada, pour l'instant, certainement se voit comme un fournisseur d'énergie à ses partenaires outre les États-Unis. Et donc, à moyen long terme, ça pourrait être une option, mais en même temps aussi, je pense qu'il faut regarder comment rendre l'exploitation de l'intelligence artificielle, disons, plus efficiente en termes de consommation d'énergie. Ça c'est clair. Un autre sujet incontournable, et professeur Leblanc, à partir de mardi, je dirais, et c'est le financement de la guerre en Ukraine et la reconstruction de ce pays. Oui, effectivement, mais ça, c'est un problème qui touche surtout l'Union européenne, la Grande-Bretagne, et avec le Canada. Donc, de l'autre côté, on voit très peu les États-Unis qui aider l'Ukraine. Je pense que de ce côté, les Américains ont une position, disons, assez claire, c'est-à-dire que les États-Unis, en tout cas certainement sous l'administration Trump, ne semblent pas vouloir financer l'effort de guerre directement en Ukraine et aussi sa reconstruction. Donc, ça repose sur les épaules surtout des Européens et avec une collaboration moins importante de la part du Canada et peut-être aussi du Japon. Mais là, ça aussi, c'est une situation quand même difficile parce que la construction, bien sûr, ne peut pas commencer tant que la guerre n'est pas terminée. On aimerait bien que les Américains mettent de la pression sur la Russie, mais jusqu'à maintenant, c'est clair que ce n'est pas le cas.
La capacité de M. Trump de mettre un terme à cette guerre est certainement pas celle qu'il croyait avoir. Mais c'est important de continuer à discuter, pour s'assurer que l'Ukraine ait les ressources nécessaires pour continuer de se battre et idéalement de refouler les Russes chez eux. Et de l'autre côté, de commencer à trouver des manières de financer, de mettre des fonds de côté pour la reconstruction qui, on l'espère, viendra le plus tôt possible en espérant la fin de la guerre. Alors, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est quelque chose qui va être discuté dans une certaine mesure au niveau du G7 dans son ensemble, mais c'est clair qu'il va y avoir aussi beaucoup de discussions en plus petits groupes au moment de cette rencontre, que ce soit entre les Canadiens et les partenaires européens, aussi même avec le Japon, et de voir est-ce qu'on peut essayer de convaincre M. Trump de contribuer au minimum à mieux contribuer à l'effort de guerre ukrainien et voir peut-être dans quelle mesure les États-Unis pourraient aussi appuyer la reconstruction de l'Ukraine, sans nécessairement tout prendre les ressources de l'Ukraine comme M. Trump a déjà essayé de le négocier. Donc ça aussi, c'est un enjeu, mais c'est un enjeu, en termes de financement de la guerre, c'est immédiat. La reconstruction, c'est quelque chose qui va venir, est-ce que ça va être dans quelques mois, dans quelques années? C'est encore très difficile à dire, puisque pour l'instant, on semble être vraiment un peu au statu quo quand vient le temps de cette terrible guerre. Et dans la dernière partie de notre entretien, et professeur Leblanc, nous allons parler du Canada. Et sous la direction de Mark Carney, quelles pourraient être les principales priorités du Canada à ce sommet d'Évian? Je pense que pour M. Carney, la priorité, c'est de pouvoir parler à M. Trump et de discuter de cette fameuse renégociation de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, l'accord de libre-échange qui n'en est plus un vraiment avec toutes les surtaxes imposées par M. Trump. Mais en même temps, est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente qui pourrait réduire l'incertitude qui plane autour de cet accord? Donc, je pense que M. Carney va essayer de voir si c'est possible à court terme. De l'autre côté, je pense que en même temps, on ne veut pas provoquer M. Trump. Ça, c'est toujours important pour M. Carney. Il ne veut pas non plus lui faire trop de fleurs, mais en même temps, il ne veut pas le provoquer. Donc, ça va être un certain jeu d'équilibre, mais pour le Canada, c'est clair que c'est une priorité face aux États-Unis. On va pousser pour une plus grande collaboration, possiblement en matière de minéraux critiques. On sait que les Américains en ont beaucoup besoin. On sait que le Canada en a, mais doit les développer. Donc, M. Carney avait justement créé un genre de mécanisme au niveau du G7 l'année dernière. Alors, je pense qu'on va vouloir essayer d'aller de l'avant avec ce mécanisme et voir comment on peut le faire avancer. Et pour le reste, ça revient beaucoup à ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire discuter comment le Canada peut collaborer avec les autres pays du G6 et au-delà sur des questions justement de sécurité économique, sur des questions de l'intelligence artificielle, pour essayer de trouver des façons où on peut tous être avantagés et éviter de se faire une concurrence qui pourrait nuire à ces économies de taille moyenne, si on peut dire. Donc, je pense que pour M. Carney, qui a parlé d'une alliance de puissance moyenne, qui voit une collaboration importante avec ses partenaires européens et asiatiques pour réduire la dépendance économique et en matière de sécurité du Canada envers les États-Unis, je m'attends à ce qu'il profite, comme il l'a déjà fait, avec les rencontres en Irlande qu'il a eues et aussi avec M. Macron au cours des derniers jours, de faire avancer ces dossiers, parce que ce sont des dossiers qui avancent tranquillement, mais le fait que M. Carney ait ses rencontres avec ses homologues, ça permet de faire avancer les choses, de voir, OK, où est-ce qu'on en est rendu, et ensuite de dire, OK,
que ce soit les fonctionnaires et autres canadiens, de pouvoir poursuivre le travail qui est déjà en place, mais c'est toujours de maintenir, de renforcer ces liens avec des pays qui se trouvent, dans le fond, dans des situations économiques un peu semblables, comme on le disait d'entrée de jeu, face aux États-Unis, face à la Chine, qui se trouve un peu entre ces deux géants économiques et politiques. Alors, je pense que pour M. Carney, c'est d'essayer de jouer un certain rôle de leadership pour non seulement avantager le Canada, mais aussi aider les autres pays partenaires de cette manière où l'union fait la force, si on peut dire. Et en parlant du Canada, professeur Leblanc, j'ai remarqué au Centre de presse international une présence, je dirais, remarquable et de la presse canadienne. Et peut-être c'est le seul pays du G7, et à ce qu'il paraît, à avoir une institution de recherche, je crois que c'est l'Institut de recherche de Toronto, avec des documents vraiment très, très, très avancés sur l'histoire du G7. Oui. Oui, il y a un groupe de recherche à l'Université de Toronto qui travaille sur le G7 et qui fait des analyses sur l'efficacité, sur les engagements qui ont été pris et puis ensuite fait un suivi par rapport à ces engagements, tous les documents. Donc sur le G7 et aussi sur le G20 depuis, je crois, 2000, la première rencontre qu'il y a eu du G20 au niveau des leaders en 2008. Donc, c'est un peu un travail de moine qui est fait par ce groupe, mais c'est une très belle ressource, non seulement pour le Canada, mais pour tous les pays du G7. J'ai rendez-vous d'ailleurs avec l'un des responsables pour une émission spéciale demain. Pour clôturer cet entretien, professeur Leblanc, si vous deviez identifier un seul résultat concret qui permettrait de qualifier le sommet d'Évian comme un succès, quel serait-il? Monsieur Trump ne part pas avant la fin et décide d'augmenter des surtaxes ou je ne sais trop quoi, de faire du tort à ses partenaires ses autres partenaires du G7. Donc déjà, le fait que la situation ne s'empirerait pas, ça serait déjà pour moi un succès, parce qu'on sait que M. Trump est très imprévisible et il aime toujours faire des éclats, souvent négatifs pour les autres. Mais en même temps, je pense que si, on parlait par exemple des minéraux critiques, je pense que s'il y avait un peu plus de concret mis autour de l'initiative lancée par M. Carney l'année dernière, je crois que ça aussi, on pourrait parler de succès. Pour le reste, je pense que est-ce que on aura des éléments concrets qui vont ressortir? Ça, j'en doute. Mais quand même, si on a peut-être quelque chose au niveau des minéraux critiques, moi je dis que ça pourrait être déjà un succès. Et le fait que les Américains ne vont pas empirer les choses, déjà, ça serait une bonne chose. Mais c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines journées. Et je note, je vais terminer avec une note positive. Je vous assure que le président Trump va rester à la fin du sommet, puisque mercredi, il sera reçu en grande pompe à Versailles par le président Macron et dans le cadre des relations historiques entre la France et les États-Unis. Merci, professeur Patrick Leblanc, d'avoir participé à cette édition spéciale. Vous êtes le premier expert que nous avons rencontré dans le cadre de ce sommet. Merci. Merci à vous et ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur quand même une rencontre importante au niveau international. Merci et à bientôt.